Good Morning Business. Business Plan. Il est 7h45 et Marie Curie habite dans le Morbihan. C'est le titre de votre livre qui a été publié le 3 novembre dernier. Xavier Jaravel, économiste et professeur à la London School of Economics. On va parler avec vous de ces talents français, de l'éducation, de ce rapport PISA qui est sorti hier, qui a alerté tout le monde et en premier lieu le ministre de l'Éducation lui-même, Gabriel Attal, qui a annoncé un plan. Ce titre, Marie Curie habite dans le Morbihan. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, titre qui peut sembler un peu curieux peut-être, mais qui en fait résume une des idées principales du livre, qui est qu'il y a en France un déficit de vocation scientifique, mais beaucoup de gens qui pourraient en fait se tourner vers ces carrières, qui voudraient le faire, mais qui le font pas. Par autocensure, par manque de modèles à suivre dans leur famille, dans leur entourage, dans leur territoire d'origine. Et il se trouve que le Morbihan, c'est un département qui s'en sort plutôt bien en mathématiques. Niveau global, par exemple, PISA va pas être mauvais dans plein d'autres études. Mais c'est pour autant le département qui envoie la plus faible propension d'enfants dans les carrières de la science, de l'innovation, de l'entrepreneuriat. Probablement faute d'écosystème local qui peut inspirer. Il y a d'autres endroits où en France où on a déjà un écosystème et du coup les gens se projettent dans ces carrières. Et c'est un truc qui est beaucoup plus vaste que le territoire. C'est aussi bien sûr les inégalités femmes-hommes et c'est des choses qu'on peut bien sûr on peut avoir prises avec ces effets-là, avec ces questions-là, avec par exemple la politique d'orientation. Et donc dans le livre je parle de plusieurs dispositifs qui marchent très bien et qui pour l'instant ne sont pas généralisés à grande échelle, mais qu'on pourrait utiliser à grande échelle en effet. Alors ce qui est aussi intéressant dans votre livre, Xavier Jaravel, c'est que ça fait des mois qu'avec Laure, on essaie de comprendre pourquoi est-ce que la productivité décroche dans notre pays. Aucun économiste n'est d'accord, mais vous avez peut-être justement une explication. Vous dites que c'est parce que justement on ne fournit pas suffisamment de talent, que le système éducatif est en panne, que on est moins productif par heure travaillée que par exemple nos voisins allemands. Voilà, exactement. C'est un des de nouveaux constats du livre, mais plutôt sur une longue période. Je crois que ce à quoi vous faites référence, c'est la baisse de la productivité vraiment au cours des dernières années, qui a plein mais ça s'est accéléré. C'est accéléré. Et moi, l'approche que je prends, c'est une approche d'un peu plus long terme, pour souligner que effectivement la productivité par heure travaillée est maintenant plus faible en France que dans des pays comme l'Allemagne, comme les États-Unis, beaucoup d'autres pays. Alors que pendant longtemps, on était plutôt les bons élèves de la productivité par heure travaillée. On se disait, le grand problème français, c'est qu'on travaille relativement peu d'heures. Donc il faut travailler plus d'heures de différentes manières. Et en fait, ce constat n'est plus vrai aujourd'hui. Il y a aussi ce sujet de productivité par heure travaillée que nous, dans des travaux faits avec le CAE et que du coup je développe aussi dans le livre, on relie à la qualité de la formation, des compétences et du système éducatif dont les résultats baissent depuis une vingtaine d'années. C'est pour ça que dans à peu près tous les secteurs, on voit cette baisse de la productivité par heure travaillée. Et l'effet c'est que les gens sont moins formés, moins compétents. Et notamment, du coup, adoptent moins rapidement les nouvelles technologies, les innovations, des questions en fait de diffusion des innovations. Et souvent, on réfléchit à l'innovation sous l'angle de la création, de l'invention. L'idée de Marie Curie habite dans le Morbihan, c'est bien ça, c'est de dire qu'il faut avoir plus d'inventeurs. Mais en fait, du point de vue de la productivité, ce qui compte, c'est plus que d'inventer, diffuser, adopter les innovations plus rapidement. Et on voit que notamment dans les secteurs où il y a besoin de compétences analytiques pour adopter les innovations, c'est là qu'on a un retard de productivité. Ça va être un gros enjeu pour l'IA. Ça va être un gros enjeu pour l'IA. C'est un gros enjeu pour l'IA, à la fois pour maîtriser les technologies, il faut avoir assez de talent, il faut avoir assez de Marie Curie, il faut aller les chercher où qu'elles soient, mais il faut aussi pouvoir adopter l'IA. Et parfois, en fait, c'est surtout des questions de compétences de base, ne serait-ce que la maîtrise de la langue, en fait. C'est pas que des questions de maths. Pour pouvoir utiliser ChatGPT, des robots conversationnels, il faut pouvoir maîtriser la langue et poser les bonnes questions. Et donc, ça pose toutes ces questions-là, en effet. On a ce classement PISA qui a été publié hier. En gros, on voit les ravages du Covid sur l'éducation dans les pays de l'OCDE. La France, c'est mauvais, mais c'est mauvais dans tous les pays de l'OCDE. Il y a eu ces annonces de Gabriel Attal hier qui annonce un plan d'action, une réforme du système éducatif. Il appelle ça un choc de savoir. Dedans, il y a notamment la question du redoublement, qu'il faut redonner le pouvoir aux profs de faire redoubler les étudiants. Il y a la méthode de Singapour qui est remise en avant. Qu'est-ce que vous pensez de ce plan ? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une ambition pour essayer de changer les choses. Il y a beaucoup de mesures qui sont lancées, vous en évoquez quelques-unes. Une des principales, c'est effectivement, dont on parle beaucoup en tout cas, c'est sur le redoublement. Il y a une vingtaine d'années, il y avait vraiment beaucoup de redoublements en France. Je crois qu'à la fin de la troisième, il y avait 40% des élèves qui avaient redoublé une fois, donc c'était vraiment très très important. Aujourd'hui, on est à 10%. Et en fait, la littérature académique est très mitigée, voire en fait négative sur cette idée du redoublement. C'est-à-dire qu'on voit que les élèves
qui sont forcés à redoubler n'apprennent pas mieux. Et on peut faire ça des analyses assez précises en comparant des gens qui sont vraiment très similaires du point de vue de leurs compétences scolaires. Donc, il y a plusieurs contextes d'autres pays où, en fait, vous redoublez si vous êtes en dessous d'un certain seuil. Et donc, en fait, on va comparer des gens qui étaient juste au-dessus du seuil, juste en dessous du seuil pour redoubler. Et on voit donc si ceux qu'on a, entre guillemets, forcés à redoubler s'améliorent. Et la réponse est non dans tous les contextes qui ont été étudiés. Donc, il ne faut pas trop attendre de cette mesure. En même temps, c'est une mesure qui a l'air de susciter... Ça parle à beaucoup de gens. Les profs sont aussi en faveur. Et donc, ça peut permettre... L'idée qu'il y a d'ailleurs aussi, c'est de dire qu'il faut arrêter de dévaloriser des formations, des diplômes, d'amener des gens une classe d'âge au maximum au bac, puis après formation universitaire, si en fait c'est derrière, il n'y a pas grand-chose. Voilà, il faut insister sur avoir des acquis à différents niveaux. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est plutôt une conjonction de mesures. Vous évoquez d'autres sur la pédagogie, la méthode de Singapour, c'est pour essayer d'apprendre les mathématiques d'une manière qui soit plus visuelle et introduire par exemple des choses comme les fractions, chiffres décimaux plutôt dans la scolarité. Donc tout ça, c'est très important, mais il ne faut pas miser sur une seule mesure.